tous. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de remplacer une séance de TD pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la séance de rattrapage du TD sur le redresseur monophasé pour l'UVMC07, le TD du mardi. L'objectif de cette séance, c'est de montrer le fonctionnement d'un redresseur monophasé à diode non commandé de type PD2, donc redresseur monophasé double alternance, que l'on va étudier dans trois cadres différents. Le premier cadre, c'est l'alimentation d'une charge résistive, ce qui est le cas le plus simple et pas forcément le plus fréquent d'ailleurs. Ensuite, on s'intéressera à l'alimentation d'une charge de type source de courant idéale, donc qui est une représentation un petit peu théorique des choses, mais qui a le mérite d'être plus représentative de la réalité, dans la mesure où on est fréquemment amené à alimenter une charge qui va lisser le courant, et donc qui va minimiser les ondulations de courant en sortie du redresseur. Et c'est une bonne représentation d'une charge de type RL série. Donc là, l'objectif de cette troisième partie du TD, c'est de dimensionner l'inductance de manière à lisser convenablement le courant redressé. L'objectif final étant en règle générale, si on a affaire à un variateur de vitesse industriel, de passer d'un réseau alternatif à fréquence fixe à du continu de type source de tension qui va alimenter un redresseur, un onduleur pardon, alimentant une machine électrique triphasée à amplitude de tension et à fréquence variable pour faire de la variation de vitesse. Donc l'objectif complet, ça serait de dimensionner un filtre qui, du point de vue de l'entrée, lisse le courant et se comporte comme une source de courant, et du point de vue de sa sortie, lisse la tension et fournit une source de tension, un onduleur, pardon, généralement triphasé pour de la variation de vitesse. Donc voilà les objectifs de cette vidéo. À la fin du TD, il y a une partie redresseur sur capacité en tête. Donc c'est le terme qu'on utilise pour parler des redresseurs alimentant la plupart des petits équipements électroniques grand public, où on cherche à avoir la solution la plus économique possible, la plus compacte possible, et donc on se contente de lisser la tension au niveau de la sortie. Par contre, le prix à payer, c'est que on place directement un condensateur sur une source de tension pas idéale, mais quand même assez bonne, qui est le réseau, quand les diodes conduisent, et donc on a des pics de courant importants, et ça se traduit par un très mauvais facteur de puissance. Donc cette dernière partie est un petit peu calculatoire, un petit peu compliquée, elle est hors programme typiquement du final de l'UVMC07. Par contre, donc pour ceux qui sont intéressés, il y a une correction qui est faite de cet exercice, qui est normalement fourni en fin de TD, et pour ceux qui seraient intéressés, il y a également le détail sur Moodle, sur le Moodle de l'UV. Donc c'est une correction manuscrite, mais donc assez détaillée du comportement de ce redresseur sur charge purement capacitive, enfin capacitive sans lissage de courant, sans bobine. Et donc avec des calculs, avec quelques approximations, mais qui permettent de montrer le mauvais facteur de puissance de cette solution. Donc voilà l'objectif de cette vidéo, et du TD de manière générale. Donc je vais m'appuyer pour cette présentation sur un document PowerPoint. Donc voilà la vidéo. Alors, ça va pas. Je vais essayer de la voir en plein écran, parce que
diaporama, voilà. Donc voilà la structure du redresseur que l'on se propose d'étudier. Donc 4 diodes, c'est ce qu'on appelle un pont de type PD2, pont double, monophasé, ou également appelé pont de Gretz. Donc l'objectif premier, c'est de procéder à la mise en équation. Donc c'est déjà un système un petit peu compliqué. La difficulté, de manière générale, je crois que c'est indiqué dans un slide qui suit, c'est que ce sont des composants non commandés et non linéaires. Donc il y a une petite difficulté pour effectuer l'étude. Alors, là, on identifie un certain nombre de choses, la tension et le courant au niveau du réseau, la tension et le courant au niveau de la sortie du redresseur, et tension et courant aux bornes de chaque diode. Notez D1, D2 en haut et D3, D4 en bas. Et on indique que D1 et D2 constituent une cellule à cathode commune, et on verra ce que ça veut dire. C'est une cellule de commutation. Donc en bas on a la cellule à anode commune. Donc de manière générique, une diode idéalisée, qu'est-ce que c'est? C'est un composant qui à l'état passant n'a pas de chute de tension à ses bornes et laisse passer un courant qui est strictement positif. Lorsque la diode est bloquée, il n'y a pas de courant, donc là on a une égalité ID égale à 0. Par contre, pour être bloqué, la diode doit avoir une tension à ses bornes qui est négative, dans la convention qui est prise ici. Le circuit ensuite en lui-même, il est modélisable avec un certain nombre d'équations, des équations de maille. Donc les plus importantes, c'est les équations de chacune des cellules. En fait, on peut écrire V1, VD1 moins VD2 égale V réseau. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez, pour vous en convaincre, mais donc lorsqu'on part du réseau, qu'on passe dans les deux diodes et qu'on revient à l'autre borne du réseau, donc qui est un générateur idéal de tension, on a cette équation là, VD1 moins VD2 égale à V réseau. Et on peut procéder de la même manière en circulant dans la cellule à anode commune. Donc V réseau, la diode 3, la diode 2, et on revient au réseau. Et donc l'équation de cette maille, c'est moins VD3 plus VD4 est égal à V réseau. Alors en faisant ça, on contourne complètement la charge. Donc on peut écrire des équations de maille incluant la charge. Donc là, vous avez une équation de maille qui passe par D1, la charge, D4 qui revient en réseau. Donc VD1 plus VDC moins VD4 égale à V réseau. Et on peut faire une circulation en passant par D2, la charge, D3 et revenir au réseau. Et donc là on a une équation moins VD3 moins VDC plus VD2 égale à V réseau. Donc ces deux équations, en fait, on s'en servira pas tellement. C'est les équations qui sont en fait naturellement déduites du fonctionnement normal de ce redresseur. On verra qu'en fait D1 et D4 conduisent simultanément pour appliquer la tension V réseau à la charge, et D2 et D3 conduisent simultanément pour appliquer moins V réseau à la charge dans telle ou telle condition. Donc les équations aux tensions ne sont pas suffisantes, il faut compléter la mise en équation avec les équations aux nœuds. Donc au niveau de la cellule à cathode commune, on a un nœud ici, donc là on voit clairement que ID1 plus ID2 est égal à IDC. C'est ce qui est écrit ici. Et de la même manière, le courant IDC revient par la cellule à anode commune, et on a IDC qui vaut ID3 plus ID4. Donc ça, c'est les deux équations au nœud que l'on voit côté charge. Et côté réseau, eh bien, au niveau d'un bras de cette cellule, si on prend la diode 1 et la diode 3, eh bien, on voit que ID1 moins ID3 est égal à I réseau. Autrement dit, ID3 plus I réseau est égal à ID1. Donc c'est ce qui est traduit par cette équation, cette troisième équation. Et on peut procéder de la même manière avec D2 et D4. Et on a une équation au nœud ici. Donc le courant I réseau, il arrive par ici et il repart par là. Donc le courant part du nœud et revient au réseau
à ce niveau-là, on a I-réseau orienté du redresseur vers le réseau. Et donc dans ces conditions-là, on voit qu'on a ID4 est égal à ID2 plus I-réseau, ou autrement dit, ID4 moins ID2 égale à I-réseau. Donc voilà pour la mise en équation. Alors, donc comme je l'ai dit, la difficulté dans un circuit de ce genre-là, c'est qu'on a affaire à des composants non commandés. L'étude est plus complexe, entre guillemets, qu'avec les composants, avec des composants comme les transistors. Les transistors ont choisi les instants auxquels ils deviennent passants et auxquels ils se bloquent. Donc c'est une entrée de commande. Là, les composants s'amorcent et se bloquent spontanément en fonction des conditions extérieures qui leur sont appliquées. Donc de manière générale, on étudie les circuits non linéaires. C'est le cas par exemple dans les montages en électronique à base d'amplificateurs opérationnels en fonctionnement non linéaire, suivant une approche qui est assez systématique, qui consiste à supposer un état particulier du composant non linéaire, donc avec une relation égalité. Quand on dit que la diode est passante, la tension à ses bornes est égale à 0. Lorsqu'il est bloqué, c'est le courant qui est égal à 0. Donc ça, c'est des relations de type égalité qui sont bien caractéristiques d'un état particulier de la diode. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a supposé un état particulier, on doit rechercher les conditions de maintien dans cet état avec un seuil de basculement vers un autre état. Donc en fait, cet état se maintient tant qu'on vérifie une certaine condition, et qui est de type inégalité. Donc là, typiquement, une diode est passante tant que le courant est positif. Lorsque le courant s'annule et aurait tendance à changer de signe, la diode se bloque. Et de la même manière, une diode est bloquée tant que la tension à ses bornes est négative. Lorsqu'elle s'annule et tendrait à devenir positive, la diode s'amorce. Donc ici on a 4 interrupteurs, 4 diodes, donc potentiellement 2 puissance 4 états, c'est-à-dire 16, possible globalement au niveau du redresseur complet. Donc bien sûr on peut éliminer certains états très facilement. Vous avez typiquement des règles à respecter du style il est interdit de court-circuiter une source de tension, donc normalement si le convertisseur est bien fait, 2 diodes ne peuvent pas être passantes simultanément si elles conduisent à un court-circuit de la tension fournie par le réseau. Donc là typiquement sur une cellule de commutation, donc si on revient au schéma, si jamais vous aviez D1 et D2 qui étaient passantes simultanément, ça ferait un court-circuit. Et de la même manière, si D3 et D4 étaient en conduction simultanément, ça ferait également un court-circuit. Quand vous avez une charge de type source de courant, c'est pas le cas dans la première étude avec une charge résistive, mais donc si vous aviez une source de courant avec un courant strictement positif, donc qui ne s'annule jamais, il serait interdit d'ouvrir toutes les diodes. Donc il ne serait pas possible d'avoir D1, D3, D1, D2, D3, D4, toutes off. Donc sur toutes les combinaisons possibles, en fait, il y en a un certain nombre qui ne sont pas possibles. Donc on en élimine pas mal, et en pratique, il n'en subsiste que 2, voire 3 physiquement représentatifs de quelque chose. Et cette étude en fait se base sur les cellules de commutation. Si on a clairement identifié une cellule à cathode commune et une cellule à anode commune, c'est qu'il y a quelque chose d'important derrière, c'est les rassemblements significatifs qui permettent de généraliser tout ce qu'on fait ici pour un pont monophasé, pour un pont triphasé ou avec plus de phases, ça pourrait être un pont pentaphasé, hexaphasé, dodécaphasé, on peut imaginer des nombres de phases très élevés. La décomposition du redresseur en cellules à cathode commune et à anode commune reste vraie. Alors, en quoi c'est important? En fait, là on a clairement représenté uniquement les 2 diodes du haut du pont, la tension réseau, donc, qui est représentée vraiment au plus près de ces 2 diodes, et le point P ici qui est en fait le
point commun entre les deux cathodes. Les deux cathodes, c'est les deux barres ici. Donc elles sont communes, elles sont au même potentiel P. Et donc on a représenté les courants ID1, ID2, VD1, VD2 et la tension V réseau. Donc en fait, donc je l'ai déjà dit, D1 et D2 ne peuvent pas être on en même temps. Et on laissera de côté le cas D1 et D2 off en même temps, parce que, donc, mis à part dans le cas où on a une charge résistive et dans le cas très précis où le courant s'annule, la tension s'annule, ce point-là n'est jamais utilisé. Donc en fait, on n'a que le cas où l'une des deux diodes est on et l'autre est off. Et on va voir tout de suite pourquoi en fait. L'hypothèse D1 on, voilà ce que ça implique. VD1 est égal à 0. Donc dans l'équation de la maille, qu'on avait déjà écrite précédemment, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo si vous le souhaitez, je ne vais pas revenir au niveau des slides, ça conduit à avoir moins VD2 est égal à V réseau. Et donc cette tension, si elle est non nulle, doit être positive pour que T2 soit bloqué. Il faut que VD2 soit négatif. Donc V réseau doit être positif. Donc V réseau est positif, ça implique que D1 est on et D2 est off. On peut raisonner avec le cas complémentaire, lorsque D2 est on, c'est VD2 qui est nul, et on a dans l'équation de maille, VD1 est égal à V réseau. Donc cette tension, si elle est non nulle, doit être négative pour que D1 soit bloqué. Les deux résultats, si on les met ensemble, ça peut se résumer en une phrase. Le bilan, c'est que le point P, donc le potentiel de cathode commune, est relié à la borne la plus positive du générateur côté réseau. Donc là, on raisonne en potentiel. Donc la tension réseau, la borne côté flèche, on la note A, et la borne de l'autre côté est notée B. Donc en fait, le potentiel au point P est le potentiel maximum entre les points A et B. Alors des potentiels référencés par rapport à une référence que l'on ne définit pas, hein, peu importe. Le tout c'est d'avoir un point de référence, le neutre par exemple du réseau, enfin peu importe. Et en ce qui concerne la cellule à anode commune, on peut exactement faire le même raisonnement. La configuration est un petit peu différente, mais c'est toujours pareil. Et donc il y a toujours les points A et les points B au niveau de la tension réseau. Et le point commun, qui est les deux anodes des deux diodes, le point est noté M. Donc P pour plus et puis M pour moins, bien évidemment. Mais donc voilà ce qu'on a. Et donc on procède de la même manière. Lorsque D3 est on, on a VD3 qui est égal à 0. On avait une équation de maille où on met VD3 à 0, il reste VD4 égale à V réseau. Et cette tension, si elle est non nulle, doit être négative pour que D4 soit bloqué, donc à l'état off. Si on fait le raisonnement dual, donc D4 on, VD4 est égal à 0, l'équation de maille devient moins VD3 est égal à V réseau, et donc cette tension, si elle est non nulle, doit être positive pour que D3 soit bloqué. Donc cette tension V réseau doit être positive pour que D3 soit bloqué. Et donc là encore, on peut résumer la situation en une phrase. Le point M, en sortie du redresseur, est relié à la borne la plus négative du générateur, côté réseau. Vm est égal au min de Va et de Vb. Et donc si on résume le comportement global de la cellule du haut et de la cellule du bas, des deux cellules cathode et anode commune, voilà ce que ça donne. Donc là c'est indiqué premier cas charge résistive, mais donc peu importe, ça sera également le cas pour la charge de type source de courant. Le seul point particulier, c'est lorsque la tension V réseau est nulle, là il n'y a plus de courant, côté I réseau, côté IDC, et donc les 4 diodes peuvent être considérés à l'état off, mais c'est un état ponctuel qui n'est vrai qu'à un instant précis. Donc la tension appliquée à la charge, voilà comment elle se résume.
c'est VDC est égal au max de Vérez et de moins Vérez. Donc, autrement dit, c'est la valeur absolue de Vérez. Et donc le courant redressé a la même forme puisque on est sur charge résistive, IDC est égal à VDC sur R. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un réseau sinusoïdal 230 volts, 50 Hz, 230 étant la valeur efficace. Donc, quelles sont les formes d'onde? Pour rappel, dans l'énoncé, on indiquait que la résistance de charge était de 10 ohms. Donc je vais présenter le résultat. Alors, Paint, c'est ici. Donc vous avez, j'ai essayé de faire un petit dessin. La tension réseau. Si maintenant j'indique clairement des intervalles de temps bien précis, alors ici on peut raisonner sur un angle θ égale oméga t. Donc ici on a 0, pi, 2pi. Entre 0 et pi, la tension V réseau est positive. Et donc, si on résume la situation, durant cet intervalle-là, les diodes on, si je note uniquement les diodes qui sont passantes, dans cet intervalle-là, on a D1 et D4 qui sont passants. Et dans l'intervalle V réseau négatif, ce sont D2 et D3 qui sont passants. Et donc, durant le premier intervalle, la tension VDC sera égale à V réseau. Et durant le deuxième intervalle, la tension obtenue en sortie de redresseur sera égale à moins V réseau. Donc voilà ce que l'on obtient, une valeur absolue de la tension réseau. Donc si on voulait compléter l'amplitude, bon, c'est pas tout à fait droit, mais bon, V max, lorsqu'on a affaire à un réseau 230 volts, eh bien V max est égal à 230 fois racine de 2. Et donc si on s'intéresse au courant, donc je complète, hein, ça fait à peu près 325 volts. Et donc si on s'intéresse au courant, je vais prendre cette couleur là, et bien donc là c'est une autre échelle, mais bien évidemment hein, ça a la même allure. Là c'est IDC. Et IDC, hein, donc bon, j'aurais pas dû mettre une majuscule, mais bon, IDC, c'est VDC sur R. Donc en termes d'amplitude, ici, on aura 325 divisé par 10, puisque c'est 10 ohms, hein, donc 32,5 ampères. Et donc, si on devait indiquer des informations complémentaires sur le temps qui s'est écoulé, donc pour du 50 Hz, F égale à 50 Hz, oméga égale à 2pi fois 100, 2pi fois 50, donc 100 pi radians par seconde. Et donc si on voulait indiquer la période, bien ça donne 20 millisecondes. Donc si on repérait l'axe des abscisses en temps et non plus en angle, et bien là on a toujours 0, ici on a 10 millisecondes, et ici on a 20 millisecondes. Voilà. Et donc on voit très clairement que la tension redressée, elle est ondulée, elle est périodique, et elle a une fréquence qui est le double de la tension réseau. Elle est à 100 Hz.
Donc voilà pour les formes d'onde. Ah oui, si, il y a quand même une chose à compléter, c'est la tension réseau. Donc en fait, lorsque D1 et D4 sont passants, I réseau est égal à IDC. Tandis que lorsque D2 et D3 sont passants, I réseau est égal à moins IDC. Donc si on doit tracer le I réseau, I réseau, eh bien en fait, on retombe sur une sinusoïde d'amplitude 32,5 ampères, mais donc c'est une parfaite sinusoïde. Donc en fait, le résultat remarquable ici, c'est que l'association redresseur et charge résistive se comporte, vu du réseau, comme une résistance. Et en fait, comme la résistance R, le fait d'avoir un redresseur et la résistance R ne change rien par rapport à la situation où on brancherait directement R sur le réseau. La seule différence, c'est la résistance qui la voit. Elle n'est plus traversée par un courant alternatif, mais par un courant redressé. Donc voilà la situation que l'on obtient. Donc là, en fait, on vient de répondre directement à la question suivante. Dans l'énoncé, il était demandé, alors qu'il y a une faute, mais quelle est la distorsion harmonique du courant dans le réseau? Cette distorsion harmonique, elle est nulle, bien évidemment. Si on a un courant qui est parfaitement sinusoïdal, alors qu'on soumet l'ensemble à une tension sinusoïdale, le montage n'introduit aucune distorsion. Et donc, le taux de distorsion harmonique du courant est nul. Alors, quelle est la tension redressée moyenne et quel est le courant redressé moyen? Donc pour répondre à cette question, en fait, il faut faire le calcul d'une intégrale. Donc, vous avez VDC qui est égal à Vmax fois valeur absolue de sinus θ. Donc c'est un VDC de θ. J'ai déjà fait le changement de variable de manière implicite au moment du tracé. Et donc, si on s'intéresse à VDC moyen, par définition, c'est 1 sur T, intégrale de 0 à T, de VDC de T dt. Donc on peut faire le changement de variable suivant, qui est d'intégrer sur une période de ce signal-là en particulier et de raisonner en θ. Donc la période, elle dure un angle pi, donc intégrale de 0 à pi de V max. Et donc là, il n'y a pas plus besoin de considérer valeur absolue de sinus θ, puisque sinus θ est positif sur cet intervalle-là. Donc c'est tout simplement sinus θ dθ. Vmax étant constant, on peut le sortir de l'intégrale. Donc on a VDC moyen égale Vmax sur pi, intégrale de sinus θ dθ entre 0 et pi. Et donc la primitive de sinus θ, c'est moins cos θ. Donc on a Vmax sur pi fois moins cos de pi. Or cos de pi, ça vaut moins 1, donc moins 1, ça fait 1, moins cos de 0. Et moins cos de 0, ça fait moins 1. Donc, on retombe sur le résultat classique qui est 2 sur pi fois Vmax. Donc, on a la valeur moyenne
sous forme littérale, et on a déjà indiqué que Vmax était à peu près 325 volts pour un réseau de 130 volts. Donc on peut faire l'application numérique de cette tension moyenne redressée. Alors, en ce qui concerne la valeur moyenne de IDC, il n'y avait pas besoin de beaucoup de place pour l'écrire, mais tout simplement, IDC en instantané, c'est VDC sur R. Donc la valeur moyenne de ça, bon, la valeur moyenne étant une intégrale et 1 sur R étant une constante, on a tout simplement ce résultat-là. IDC est égal à VDC sur R moyen est égal à 1 sur R fois VDC moyen. Donc ça vaut 2 Vmax sur pi R. Donc voilà ce qu'on a. Donc voilà les questions qui étaient posées. La valeur moyenne de VDC et la valeur moyenne de IDC. Pour la question 1.4, on vous demande la puissance consommée par la charge. Et quelle est la puissance prélevée par le réseau. Donc là, ça sera évident. Vu qu'on a un redresseur idéalisé, ça sera la même chose. Donc quelle est la puissance? C'est une question toute simple, mais avec un piège. On a souvent utiliser un raccourci qui consistait à calculer la valeur moyenne de la tension, la valeur moyenne du courant et faire le produit des deux pour avoir une puissance. Sauf que dans les hacheurs, dans les convertisseurs électroniques de puissance, on a souvent une des deux grandeurs qui est constante fois quelque chose qui est fluctuant, et donc le seul terme contributif de la puissance dans le terme fluctuant, c'est la partie constante. Là, tension et courant en sortie de redresseur sont variables, donc on n'a surtout pas le droit d'appliquer P égale VDC moyen fois IDC moyen. Ça, c'est faux. Donc en fait, le côté le plus simple pour calculer la puissance, c'est le côté réseau. On a déjà vu que la puissance, donc côté réseau et côté sortie de redresseur, c'était la même chose vu qu'il n'y avait aucune perte ayant pris des modèles idéaux de diodes. Et on a également vu que le courant en entrée de redresseur était sinusoïdal, et qu'en fait l'ensemble redresseur plus charge se comportait comme une résistance de 10 ohms, comme s'il n'y avait pas eu de redresseur. Dans ce cas de figure, on a tout simplement intérêt à écrire P sur le réseau égale à PDC en sortie de redresseur, qui vaut la puissance en entrée qui est de la forme V I cos phi, vu qu'on est en monophasé. Comme on est sur charge résistive, cos phi vaut 1, V I, et comme on a une résistance, la relation entre V et I, bah, c'est R. Donc en fait on a V carré sur R, ou RI carré, ça revient au même, en prenant soin de prendre ici V efficace, donc c'est-à-dire 230 volts. Donc en fait on a 230 au carré sur R, donc autant ah oui, j'avais le carré ici. Donc 52 900 sur 10 ohms, donc on a 5290 watts. Donc ça, c'est la puissance moyenne qui va être prélevée sur le réseau et qui va être disponible en sortie de redresseur
dans le cas où on est sur un réseau 230 volts efficace avec une résistance de 10 ohms. Donc voilà pour la puissance. Donc quelle est la résistance vue par le réseau? Ça on y a déjà répondu. C'était donc pour une charge de 10 ohms, on a directement 10 ohms. C'est une question qui peut sembler évidente, qui est moins évidente quand on est dans une approximation première harmonique, comme ça sera le cas dans l'étude suivante sur charge de type source de courant. Donc justement, on arrive à cette nouvelle étude. Donc, qu'est-ce qui change quand on a une charge de type source de courant, donc d'une valeur I0 non encore définie? Eh bien, pas grand-chose en ce qui concerne l'état des diodes. L'état des diodes dépend, comme dans le cas précédent, du signe de la tension réseau. Lorsque V réseau est positif, on aura D1 et D4 qui sont passants. Lorsque V réseau est négatif, ça sera D2 et D3 qui sont passants. Et la seule chose qui va changer, c'est ponctuellement, on ne peut plus dire que les diodes s'éteignent toutes au passage par 0 de la tension V réseau, vu qu'on a forcément continuité du courant dans la charge. Donc il y a forcément une des deux diodes D1 et D2 qui doit être passante à chaque instant, et D3 et D4 également. Donc ça c'est l'aspect théorique des choses, mais donc concrètement ça change pas grand chose. Le fait d'avoir ponctuellement un léger changement de fonctionnement, ça n'a aucune incidence au niveau des calculs que l'on va faire. Donc quelles sont les formes d'ondes? Par contre, là il y a quand même quelques petits changements. Au niveau des tensions, rien. Mais au niveau des courants, ça change quand même pas mal de choses. Donc, on a toujours une forme d'onde de tension V réseau qui a cette allure-là. On a toujours θ égale oméga t. Donc ici 0, ici pi, ici 2pi. La tension, donc ça c'est V réseau. La tension V DC, donc comme je l'ai dit, n'a pas de raison de changer par rapport à ce qu'on avait précédemment. C'est la valeur absolue de la tension réseau. Donc avec une valeur max à 325 volts. Puisque Vmax est égal à 230 fois racine de 2, donc c'est-à-dire 325 volts. Dans le cas du courant, on peut toujours dire ce qu'on a écrit tout à l'heure. Ici, I réseau est égal à IDC. Alors que dans l'intervalle suivant, I réseau est égal à moins IDC. Or, IDC est égal à une constante I0. Donc, I réseau est égal à plus I0 pendant cet intervalle-là, est égal à moins I0 dans l'intervalle suivant. Vous faites le courant absorbé en entrée de redresseur sera carré. Donc voilà un comportement remarquable de ce circuit, donc qui diffère significativement du cas sur charge résistive. Quelle est la valeur efficace du fondamental du courant sur le réseau et la valeur efficace totale, et en déduire le taux de distorsion harmonique total? Alors, donc je vais faire un petit raccourci. On a un signal carré décomposable en série de Fourier. Là, on s'intéresse au fondamental. Or, ici, on a bien vu qu'on avait une tension en sinus. Le courant absorbé sera
en phase avec le sinus. On va donc avoir une décomposition uniquement en sinus de la série de Fourier, et donc on s'intéresse au coefficient B1. Donc on va noter ici I res 1 crête pour amplitude. Et on a déjà fait le calcul un certain nombre de fois. Dans le cas d'un signal carré, on a 4 sur pi fois l'amplitude de ce signal. Donc 4 sur pi fois I0. Donc ça, c'est la valeur de l'amplitude du courant réseau. La valeur efficace, si je la note tout simplement, I res 1, eh bien c'est, vu qu'on a affaire à une sinusoïde, c'est l'amplitude sur racine de 2. Et donc, ça donne 2 racine de 2 sur pi fois I0. Donc voilà la valeur efficace du fondamental. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la valeur efficace totale du courant. Donc I res efficace. On a un courant qui vaut soit plus I0, soit moins I0. Or, par définition, la valeur efficace ou valeur RMS, littéralement racine carrée de la moyenne du carré, donc 1 racine carrée de 1 sur t intégrale de 0 à t de I res au carré de t dt, ben, quoi qu'il arrive, ce I res au carré vaut I0 au carré. C'est un signal constant, donc sa valeur moyenne est constante, et donc quand on l'intègre sur une durée grand T, on va avoir grand T fois cette valeur. Donc le grand T va se simplifier avec le 1 sur grand T, et il va rester tout simplement I0 au carré sous une racine carrée, ce qui donne le résultat extrêmement compliqué. I res efficace est égal à I0. Donc on a ces deux résultats-là. La valeur efficace du fondamental est connue, vaut 2 racine de 2 sur pi fois I0, et la valeur efficace totale vaut I0. Maintenant, comment on fait pour calculer la décomposition, le taux de distorsion harmonique? Par définition, le taux de distorsion harmonique total, c'est égal à la somme, à la racine carrée, de la somme, pour tous les cas allant de 2 à l'infini, des I res k carré. Donc ce n'est pas des crêtes, c'est des valeurs efficaces, divisé par I res efficace total. Donc ça, c'est une définition de taux de distorsion harmonique totale. Donc c'est forcément inférieur à 1, alors qu'il y a une autre définition qui est le taux de distorsion harmonique par rapport au fondamental, où on divise par I res 1. Et donc là, ce taux de distorsion harmonique peut être plus grand que 1. Donc là, c'est une définition, c'est un choix. En fait, les normes internationales utilisent telle ou telle définition. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Donc on va prendre celle-là. Donc la difficulté, c'est de calculer le numérateur. C'est une somme infinie, et l'infini c'est long. Donc il y a, surtout vers la fin, donc définir cette somme infinie, ben, il y a un moyen de contourner la difficulté en notant que I res efficace au carré est égal à la somme des I res k au carré, pour k qui va de 1 à l'infini. Donc ça ressemble à une sorte de théorème de Pythagore généralisé, c'est ce qu'on appelle le théorème de Parseval. Et donc, bah, une fois qu'on a dit ça, et que l'on connaît la valeur efficace totale, que l'on connaît le premier terme, on peut le mettre de côté et écrire ceci.
qui permet de calculer cette somme infinie en connaissant la valeur efficace totale et la valeur efficace du fondamental. Donc, on en arrive au résultat suivant. Donc, somme pour k qui va de 2 à l'infini de I res k au carré sous une racine carrée, c'est égal à la racine carrée de la valeur efficace totale du signal, donc I0 au carré, moins 2 racine de 2 sur pi fois I0, donc ça c'était la valeur efficace du fondamental que l'on élève au carré. Et donc le I0 au carré il se retrouve des deux côtés, on peut le sortir de la racine carrée, on a I0 sur racine carrée de 1 moins 8 sur pi carré. Et le taux de distorsion harmonique total vaut donc ce résultat-là divisé par la valeur efficace totale qui est I0, et donc il reste tout simplement la racine carrée. 1 moins 8 sur pi carré. Donc je vous laisserai faire l'application numérique vous-même. C'est pas un taux de distorsion harmonique très bon, mais voilà ce qu'on a. Alors, quel I0 pourra avoir la même puissance qu'avec la résistance du premier cas? Donc là, le calcul est simplifié. Pourquoi? Parce que simplifié. Il n'était pas très compliqué non plus, mais il n'y a plus de piège côté sortie du redresseur. Le courant étant constant, le seul terme qui va nous intéresser pour calculer la puissance, PDC, ça sera VDC moyen. VDC moyen fois le I0. Donc pourquoi? Tout simplement parce que VDC est décomposable en série de Fourier et qu'il y a un terme constant, plus des termes, un fondamental, plus des harmoniques, et qu'en fait c'est des sinusoïdes qui sont multipliés par une constante, I0, et que quand on fait la moyenne d'une sinusoïde par une constante, multipliée par une constante, ça donne 0, systématiquement, vu que les périodes de chaque harmonique, c'est des fractions entières de la période fondamentale. Donc la puissance moyenne s'annule pour tous ces termes-là. Et donc il ne reste que ça. Donc on a 2 sur pi fois Vmax I0. Et donc si on veut 5290 watts et que l'on a Vmax qui vaut 325 volts, eh bien il faut I0 qui vaut 5290 fois pi sur 2 fois 325 volts, c'est-à-dire 650. À partir de là, je suis obligé de relancer la calculatrice. 5290 que multiplie pi divisé par 650. Et donc on obtient 25,6 ampères à peu près. Donc voilà le résultat attendu. Quel est le facteur de puissance maintenant? Bien là encore, on peut
faire un calcul assez simple. Le tout, c'est de savoir où on se place. Donc là, c'est bien évidemment en entrée du redresseur. Par définition, le facteur de puissance, c'est P, donc au niveau du réseau, qui est PDC, divisé par S. Et S, c'est V efficace fois I efficace. Donc là, on a 230 volts. Tandis qu'ici, on vient de calculer I0. Donc je vous rappelle que c'est 25,6 ampères. Et le courant efficace côté réseau, vu que c'est plus I0 moins I0 tout le temps, c'est la même chose. C'est 25,6 ampères. Donc on a la puissance apparente. Et on a fait en sorte d'avoir la même puissance qu'avant. Donc on a 5290 watts. Donc là, donc j'ai 25,6 ampères. J'ai pas besoin de faire d'approximation. J'ai encore le résultat fois 230. Donc 5880. C'est bizarre, j'ai même pas l'inverse. Bon, donc 5880 et donc 5290 divisé par 5880, j'en arrondis, ça fait à peu près 0,9. Donc on a un facteur de puissance qui vaut 0,9 et qui est caractéristique d'un pont de type PD2 sur source de courant. Donc le facteur de puissance a l'air assez bon, et en fait on montre que lorsqu'on augmente le nombre de phases, toujours sur source de courant, le facteur de puissance s'améliore, mais donc 0,9 c'est pas encore très bon. Ça peut être un peu trompeur d'avoir une valeur aussi élevée, parce que le taux de distorsion harmonique est quand même très fort. Donc là le taux de distorsion harmonique est plus signifiant. On a tendance à tasser assez vite au niveau du facteur de puissance. Bon, ça c'est un petit point de détail, mais qui peut avoir son importance dans les applications industrielles. Alors, quelle est la résistance aux premières harmoniques vue du réseau? Alors, qu'est-ce que c'est que la résistance aux premières harmoniques? Bien, en fait, il faut se mettre des œillères en quelque sorte et considérer que le courant contient un fondamental qui nous intéresse et des harmoniques que l'on souhaite occulter. Et donc, connaissant l'amplitude du fondamental du signal carré que l'on a, et connaissant l'amplitude de la tension réseau, si on fait le ratio entre les deux, ça correspond à une résistance, étant donné que le fondamental du courant est en phase avec la tension. Donc ça se comporte bien comme une résistance. Si on avait un redresseur commandé à thyristor, donc ça c'est l'objet des cours qui suivent, on a un déphasage qui est introduit, et donc un redresseur sur source de courant ne se comporte plus comme une résistance, mais plutôt comme un circuit RL. Donc dans le cas d'un pont à diode, là il n'y a pas cette question à se poser, et on peut assimiler la résistance, l'ensemble redresseur plus charge à une résistance aux premières harmoniques. Donc comment on s'y prend? C'est tout simplement un ratio, donc nouveau, le R équivalent aux premières harmoniques, donc je le note R équivalent 1, c'est tout simplement le
V efficace divisé par le I res 1, lui aussi efficace. Donc on avait 230 volts. Et le I res 1, on avait montré que c'était 2 racines de 2 sur pi fois I0. Et donc, I0 valait 25,6. Et bien voilà la valeur numérique de cette résistance équivalente. Donc, bon, je ne vais pas faire l'application numérique, je vous laisse la faire chez vous. Mais donc, vous avez toutes les données du problème pour calculer cette résistance équivalente. Et normalement, vous devriez tomber sur quelque chose qui, a posteriori, peut sembler normal. Pourquoi? Parce qu'on peut faire exactement le même raisonnement que côté bus continu. Quand on a une source de courant constante, le seul terme contributif de la puissance, c'est la composante continue de la tension. Et côté réseau, vous avez une tension parfaitement sinusoïdale et un courant qui lui est décomposable en série de Fourier. Et en fait, le seul terme qui peut porter de la puissance, c'est le courant fondamental. Tous les courants harmoniques sont à des fréquences différentes du fondamental, et donc quand on fait des multiplications de sinusoïdes entre elles, typiquement le cos A fois cos B, la formule de trigonométrie, c'est 1/2 de cos A plus B plus cos A moins B. Et donc, dès lors que l'on a A et B qui sont à des fréquences différentes, le A moins B et le A plus B sont à des fréquences non nulles. Donc, quand on fait des calculs de puissance moyenne, dès que A et B sont à des fréquences différentes, ça donne 0. Le seul moyen pour avoir de la puissance moyenne, c'est d'avoir un A et un B qui sont à la même fréquence, qui peuvent être déphasés. Il ne faut pas qu'ils soient déphasés de plus de 90 degrés, parce que sinon on n'a pas de puissance moyenne, on n'a que de la puissance réactive, entre guillemets, mais donc c'est ça le principe. Donc normalement l'application numérique qu'il y a ici doit conduire à un résultat qui ne devrait pas vous surprendre. Voilà. Donc je suis arrivé au bout du diaporama. Par contre, on n'est pas arrivé au bout du TD. Il reste encore à traiter la troisième partie qui est le cas d'une source de courant réelle, donc qui est un circuit RL série. Donc dans la partie précédente, on a montré qu'une source de courant alimentée par un redresseur PD2 à diode est soumise à une tension VDC égale à la valeur absolue de la tension réseau. On se place toujours ici dans le cas d'un réseau idéal de type source de tension sinusoïdale. Donc ça ne change pas. Et donc si on considère que la charge est suffisamment lissante, c'est normalement le cas même avec des inductances très nettement sous-dimensionnées, hein, le courant doit plus s'annuler, donc on est en conduction continue. Et donc il faut s'attendre à avoir une tension qui est la valeur absolue de la sinusoïde réseau. Donc en admettant qu'un régime établi peut être atteint, peut-on dire que la tension moyenne, que peut-on dire de la tension moyenne aux bornes de l'inductance? Donc là, c'est un résultat classique que l'on vous demande quasiment systématiquement, quels que soient les convertisseurs étudiés. La réponse est simple. Si on est en régime établi, sous-entendu en régime périodique, que toutes les grandeurs sont périodiques, en particulier, la tension aux bornes de la bobine doit être à valeur moyenne nulle. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on a VL est égal à LDI sur DT, et que si on fait une valeur moyenne non nulle, ça conduit à avoir une tendance à la croissance ou à la décroissance du courant dans la bobine. Si on a une tension moyenne positive, ça veut dire qu'en fin de période, le courant dans la bobine sera plus grand qu'au début de la période. Si la tension moyenne est négative, le courant en fin de période sera plus petit que le courant en début de période. Le seul cas où on a un courant qui est parfaitement périodique, un courant qui est le même en début et en fin de période, c'est lorsque la tension moyenne est nulle. Donc la réponse à la question 3.1, c'est VL moyen est nul. Alors par contre, c'est pas suffisant pour vraiment simplifier l'étude.
la question 3.2 fixe un petit peu plus les idées, c'est le but étant de lisser le courant IDC pour le rendre quasiment constant, que peut-on dire de la tension aux bornes de la résistance? Donc, vous avez un courant que l'on considère comme quasiment constant. Donc, IDC à peu près égale à une constante. La tension aux bornes de R, si c'est un circuit RL série, donc IDC passe par R. Donc on a VR qui est égal à R IDC, ça c'est toujours vrai. Et donc si IDC est quasiment constant, vu que R c'est une stricte constante, on a VR qui est quasiment constant. Or, notre charge R, L, c'est pas très bien dessiné, elle est alimentée par une tension VDC qui est loin d'être constante. On a un VDC qui a cette tête-là. La chose que l'on dit, c'est que VR est quasiment une constante. Et que la tension moyenne aux bornes de L, elle est strictement nulle. Par voie de conséquence, cette tension constante ne peut être égale que VDC moyen. VDC moyen, c'est la constante qui est contenue dans VDC. Et elle ne peut se reporter qu'en intégralité aux bornes de R. Et si on considère que la tension aux bornes de R, c'est une constante, ben c'est donc cette constante-là. Donc en fait, on l'a, c'est 2 Vmax sur pi. Sachant que l'amplitude de VDC, c'est Vmax. Donc voilà ce qu'on a. VR, c'est 2 Vmax sur pi. Que vaut VL? Ben, ça vaut la différence entre les deux. Donc là, je dessine en vert lorsque VL est positif et en rouge lorsque VL est négatif. Oups, mince. Oups, mince. Donc VL, ici est positif. VL, ici est négatif. Donc on va avoir croissance du courant, parce que VL égale LDI sur dt. Il faudrait que j'arrive à augmenter après. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, si on affine l'étude. On a intérêt à raisonner en θ. On a une tension redressée qui a cette tête-là. Ici, on sait qu'on a Vmax. Ici, on sait qu'on a un peu... Enfin, c'est là qu'on a... Mince. Je n'aurais pas dû dessiner comme ça. Mince. Oh! Donc 2 sur pi fois Vmax. Donc je reporte les couleurs qu'il y avait précédemment. Donc ici on a VL de θ. Et donc je l'ai écrit à l'instant, VL de T est égal à L dI de T sur dt. Or, θ
est égal à oméga t. Donc en fait, le changement de variable, ça, je vous laisse faire les calculs dans le détail, mais enfin on a VL de θ qui vaut L oméga DI de θ sur dθ. Reste à définir l'ondulation de courant. On a un DI sur dθ, et on sait très clairement que quand VL est positif, le courant va croître. Donc en fait, quand on est ici, à cet instant bien précis, qui correspond à un angle θ1, jusqu'à cet angle θ2, I est croissant, vu que VL est positif. Et jusque-là, il va être décroissant, puis à nouveau croissant. Et comme c'est périodique, ben on sait que le courant qu'on avait ici, on le retrouve là. Et le courant qu'on avait ici, on le retrouve là. Donc en fait, ici, ça correspond à un I minimum. Tandis qu'ici, on a un I maximum. Donc le DI, le delta I, entre cet angle-là et cet angle-là, correspond au delta I crête à crête que l'on va avoir dans la charge. Et donc l'idée, c'est de faire une intégrale de cette tension VL de θ entre θ1 et θ2 pour avoir la différence entre I max et I min. Donc c'est ça le principe. Delta I est égal à I max moins I min. Donc I de θ2 moins I de θ1. Or, on a VL de θ qui est égal à L oméga DI de θ sur dθ. Donc voilà les données du problème. On peut donc noter que I, delta I, ça sera 1 sur L oméga fois l'intégrale de VL de θ dθ entre θ1 et θ2. Alors maintenant, quel est l'objectif? L'objectif, il est assez simple, c'est de se fixer un delta I donné. Une fois qu'on l'a, le VL de θ, il est connu, hein, son expression, c'est tout simplement V max fois valeur absolue de sinus θ moins 2 sur pi fois V max à chaque instant. Et θ1 et θ2 sont faciles à identifier. C'est les points auxquels Vmax sinus θ est égal à 2 sur pi fois Vmax. Et en fait, il y a une symétrie. Donc là, on a pi sur 2, là, on a pi, là, on a θ2, là, on a θ1. Donc il suffit de faire le calcul de θ1, θ2 est tout simplement égal à pi moins θ1. Et donc θ1, c'est l'instant auquel on a Vmax sinus θ1 qui est égal à 2 sur pi fois Vmax. Les Vmax s'en vont et il reste θ1 égale arc sinus de 2 sur pi. Donc θ1 et θ2 sont connus, l'expression de VL est connue, oméga est connue. Delta I, on se le fixe, la seule variable que l'on peut ajuster, c'est le L. Quelle est la valeur de L requise pour avoir le delta I que l'on souhaite? Alors, pour répondre à la question, il y a quand même à se fixer un certain nombre de choses. Et en premier lieu, c'est quand même de définir la valeur de R permettant d'avoir un IDC à peu près égal à I0 ou I0 qu'on avait déjà calculé précédemment.
Alors comment on s'y prend? Pardon, c'est plutôt ça. Bah, le IDC qui est à peu près égal à une constante, à des ondulations près qu'on va essayer de fixer, eh bien, il vaut tout simplement VDC moyen sur R. Et donc, ça, on souhaite avoir 25,6 ampères. C'était la valeur de I0 qu'on avait précédemment. Et VDC moyen, bah, c'est connu. Donc, R est égal à, donc VDC moyen, c'est-à-dire 2 sur pi fois Vmax, 325, divisé par I. Donc 25,6. Donc ça donne un résultat que je vous laisserai calculer en valeur numérique, donc qui fixe la valeur de R. Une fois que l'on a fait ça, il reste la valeur de L, mais donc le IDC que l'on se fixe, de 25,6 ampères en fait, c'est ça qui va servir de point de référence pour limiter l'ondulation de courant. Donc la question 3.5 en fait c'est exactement l'expression analytique que je vous ai indiquée, hein, de delta I DC égale 1 sur L oméga fois une intégrale. Et l'hypothèse de départ, donc si on veut que l'ondulation de courant soit considérée comme raisonnable par rapport à la valeur moyenne, bah, il est raisonnable de prendre une ondulation crête à crête qui ne dépasse pas 10% de la valeur moyenne. Donc si on a un courant IDC qui vaut 25,6 ampères, bah, on prendra delta IDC égale à 2,56 ampères. Voilà. Et donc c'est ça qui vaut 1 sur L oméga fois l'intégrale entre θ1 et pi moins θ1 de VL de θ dθ. Et VL de θ dθ, c'est Vmax fois... Bah, sur cet intervalle-là, on n'a pas besoin d'écrire valeur absolue de sinus θ, hein, c'est simplement sinus θ. Donc ça... Vmax sinus θ CV réseau moins 2 sur pi fois Vmax. Et donc voilà ce que l'on a. Donc cette intégrale ne pose pas de problème à calculer, hein. On a toutes les données du problème. θ1, je rappelle, c'est arc sinus de 2 sur pi. Et donc, au bout du compte, on va retrouver quelque chose de la forme K sur L. K étant une constante que l'on peut calculer. Et donc, à la fin, on obtient L égale, tout simplement. Donc là, le TD s'arrête ici, hein, il n'y a pas de calcul de filtre. Il y a juste quelques remarques qui sont faites. Donc je vais quand même donner quelques précisions. Hein. Donc delta IDC égale à une certaine donnée et on a quelque chose de la forme K sur L. Donc ce qui permet d'avoir L est égal à K sur delta IDC. Donc il est bien évident que plus le delta IDC voulu sera petit, plus le L sera grand, donc c'est logique d'avoir une expression de cette forme-là. R fixé. La question est, bah, si on veut lisser la tension, bah, aux bornes de R, en parallèle avec R, on va mettre un condensateur. Donc la première étape, ça a été de calculer le R. La deuxième étape, ça a été de calculer le L. Il reste à calculer le C. On sait que la tension fournie ici, c'est égal à une valeur moyenne plus
une ondulation que je note delta VDC, dont la fréquence fondamentale est à 100 Hz. Oups. Bon. Quelle est la fonction réalisée par ce genre de circuit? Ce genre de circuit, je peux descendre d'ailleurs, ce genre de circuit, c'est un filtre. Passe bas du deuxième ordre. La tension de sortie par rapport à la tension d'entrée qui est VDC sous forme de fonction de transfert, c'est l'impédance du R parallèle avec le C divisé par l'impédance de la bobine, donc je la note en Laplace, donc LP plus l'impédance du R en parallèle avec le C. Que vaut l'impédance de R en parallèle avec C? C'est le produit sur la somme, donc R fois 1 sur CP divisé par R plus 1 sur CP. Et donc en se ramenant à une fraction à 4 étages, on a R sur 1 plus RCP. Une fois qu'on a écrit ça, il suffit de remplacer le résultat dans la fonction de transfert. J'aurais dû lui donner un nom, je vais l'appeler H. H est égal à R sur 1 plus RCP sur LP plus R sur 1 plus RCP. Que l'on peut simplifier encore une fois en multipliant en haut et en bas par 1 plus RCP, ça donne R sur LP facteur de 1 plus RCP plus R. Et sous forme canonique, ça donne 1 sur 1 plus L sur R plus LCP carré. Donc la forme canonique, en fait, on fait apparaître généralement deux paramètres. Un, donc coefficient d'amortissement, Z, et une pulsation propre. Ici, oméga 0, c'est très facile à identifier, c'est 1 sur racine de LC. Et Z, bon, on a 2Z sur oméga 0, donc qui vaut L sur R, d'où Z égale à L oméga 0 sur 2L. Et donc si on remplace, on fait apparaître son expression détaillée. L'important, c'est de noter que bon, le R a été fixé, le L a été fixé, la dernière donnée réglable, c'est le C. Le diagramme de Bode en dB, diagramme asymptotique en tout cas, c'est celui-ci. Vous avez, mince, on n'a pas pris, 0 dB en basse fréquence, et ensuite une pente à moins 40 dB par décade en haute fréquence. Donc le but d'un filtre, c'est de filtrer les ondulations. Or, les ondulations, elles sont à 100 Hz, donc 2π fois 100. En fait, il faut les placer quelque part par là. Donc, le oméga ondulation, il est à 2π fois 100, et ses harmoniques. Donc, on va avoir des harmoniques ici. Sachant que ce n'est pas réparti de manière régulière, vu qu'on est en échelle logarithmique. Mais donc, il faut placer la pulsation de coupure, idéalement très loin devant oméga
ondulation, une décade en dessous si on peut, donc cette oméga ondulation étant connue, elle étant fixée, il n'y a plus que C à régler pour garantir à ça. Donc, et donc, fixer oméga 0, ça permet de calculer C égale. Voilà comment on dimensionne le filtre passe-bas requis entre un redresseur et un onduleur dans un variateur de vitesse industriel. En tout cas, c'est une approche qualitative des choses pour avoir une ondulation de tension résiduelle la plus petite possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre les subtilités de ce montage.